Donc, comme vous le savez, les océans sont pollués par de nombreuses choses, par des plastiques, par exemple, par des pesticides. Moi, je vais vous parler d'une autre pollution, une pollution que vous soupçonnez peut-être pas, bien qu'on en ait beaucoup parlé cet été, une pollution qu'on retrouve au niveau des zones balnéaires et qui est due aux crèmes solaires. Quand vous arrivez à la plage, souvent, vous allez bien vous tartiner de crème solaire et vous allez aller vous baigner. Sauf que une grande partie de vos crèmes solaires, même celles qui sont estampillées résistants à l'eau, va se retrouver dans les océans et ça peut poser des problèmes. Donc, je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez y répondre, par exemple, dans les commentaires, mais je vais supposer vos réponses. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont allés à la plage cet été parce qu'en plus, ici, on n'est pas vraiment loin de la plage. Je pense aussi que beaucoup d'entre vous ont utilisé de la crème solaire parce que c'est jamais très agréable de prendre un énorme coup de soleil. En revanche, je pense qu'assez peu d'entre vous ont lu la liste des ingrédients de votre crème solaire. Vous l'avez peut-être lu si vous êtes curieux ou si vous avez des allergies. Et je pense qu'encore moins d'entre vous ont compris cette liste d'ingrédients. Donc moi, je vais vous donner une clé pour comprendre une partie de cette liste d'ingrédients. Qu'est-ce qui, parmi tous ces gros mots barbares, va vous protéger? Donc quand vous choisissez une crème solaire, souvent, vous allez regarder l'avant de la bouteille. Vous allez regarder l'indice de protection, vous allez regarder quel parfum ça a, vous allez regarder où ça a été fabriqué éventuellement, mais souvent, vous ne regardez pas l'arrière de la bouteille avec la liste des ingrédients. Donc, dans une crème solaire, on va retrouver beaucoup de choses. On va retrouver des agents d'étalement pour que ce soit facile à appliquer. On va retrouver des parfums pour que ça sente bon. On va retrouver des agents hydratants pour que ça fasse la peau douce. Et on va retrouver les filtres UV. Donc, les filtres UV, c'est ce qui va protéger votre peau des rayonnements. Et on va les reconnaître par leur nom. Donc, par exemple, vous avez l'octocrylène, vous avez l'homosalate, vous avez l'éthylhexyl salicylate. Je sais, c'est des mots qui font peur, mais restez avec moi. On a la benzophénone 3, on a l'éthylhexyl méthoxycinamate et encore le 4-méthylbenzylidène camphore. Ça, c'est juste un exemple des 27 filtres solaires qui sont autorisés dans l'Union européenne. Et si vous regardez sur votre bouteille de crème solaire, il y a de fortes chances que les 3 premiers, vous les retrouviez parce qu'ils sont très présents dans les crèmes solaires sur le marché. Et cette liste d'ingrédients, elle va vous présenter les ingrédients du plus abondant au moins abondant. Donc, si vous les retrouvez dans le haut de la liste, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup. Après, il faut savoir qu'en Europe, la législation impose un maximum de 10% en masse. Donc, ça veut dire que chaque filtre solaire, au maximum, pour 100 grammes de crème, vous en aurez 10 grammes. Et donc, quand vous vous baignez, ces filtres solaires, ils finissent dans la mer. Et bien qu'ils vous protègent, vous, ils peuvent, par exemple, être perturbateurs endocriniens sur les poissons, peuvent avoir un effet perturbateur sur le développement des planulés des coraux et ils peuvent favoriser le blanchiment des coraux. Et ils peuvent aussi perturber le développement du squelette des larves des oursins. Donc, vous avez peut-être vu passer ce genre d'article. En 2018, Hawaï a été le premier État à interdire des crèmes solaires. Donc, c'est la benzophénone 3 et l'éthylhexyl méthoxycinamate qui ont été interdits. C'est un état pionnier qui a été suivi par plusieurs autres et ça montre qu'il y a bien une prise de conscience sur la possible dangerosité des filtres solaires vis-à-vis des écosystèmes et la nécessité de légiférer. Et vous avez peut-être aussi vu ce genre de sticker sur vos crèmes solaires. Il y a des marques qui ont décidé de s'aligner sur ces législations et de retirer ces filtres solaires de la composition de leurs crèmes. Donc, ça va être d'autres filtres qui vont assurer la protection UV si ces stickers sont apposés. Donc, on a la nécessité de pouvoir détecter ces filtres solaires. Donc, ça se fait traditionnellement en 2 étapes. D'abord, on va devoir extraire les composés, donc les filtres solaires, de l'eau de mer. L'eau de mer, ça contient beaucoup de choses. Ça contient du sel, ça contient des minéraux, ça contient beaucoup de polluants. Et nous, la seule chose qui nous intéresse, ça va être les filtres solaires. Donc, pour pouvoir extraire les filtres solaires de l'eau, on va utiliser une genre d'éponge spéciale et on va faire traverser, on va prendre de l'eau et on va la faire traverser l'éponge. Il y a une partie des molécules qui vont s'accrocher dans l'éponge, dont les molécules qui nous intéressent, et une partie qui ne va pas s'accrocher. Pour retirer les molécules qui ont pu s'accrocher et qui ne nous intéressent pas, on va utiliser ce qu'on appelle un solvant de lavage. Donc, ça va retirer ce qui ne nous intéresse pas. Et du coup, dans l'éponge prisonnier, on n'aura que les molécules qui nous intéressent et on pourra les récupérer avec ce qu'on appelle un solvant d'élution. Et comme ça, on pourra les récupérer dans un tout petit volume et on pourra avoir une solution qui va être très concentrée. Ce sera facile pour les machines de les détecter. Et donc, pour les détecter, on utilise un chromatographe. Globalement, c'est une pompe et un tube.
Et donc, on va mettre nos molécules au départ du tube. La pompe, elle va faire circuler un solvant, donc du liquide dans le tube, et ça va faire avancer les molécules. Mais elles ne vont pas toutes avancer à la même vitesse. Donc, elles n'arriveront pas toutes au même moment au niveau du détecteur. Et donc, on obtient un chromatogramme. Et donc, chaque pic correspond à une molécule et la hauteur du pic correspond à sa quantité. Donc, on peut lier les deux. Donc, on va pouvoir savoir quelles molécules sont présentes dans l'eau et en quelle quantité elles sont présentes. Ça, c'est la technique traditionnelle. Nous, on développe une nouvelle technique qui va mélanger deux choses. Ça va mélanger la spectroscopie. Donc, c'est l'interaction entre la matière et la lumière. Là, vous avez un filtre solaire. La lumière, elle traverse, mais les UV, eux, ils sont bloqués. Et on va utiliser aussi l'électrochimie. Donc, ça va mélanger l'interaction, c'est l'interaction entre la matière et l'électricité. Donc, quand on applique un courant électrique sur une molécule, on va obtenir une nouvelle molécule. Et quand on va mélanger ces deux techniques, on va faire ce qu'on appelle de la spectroélectrochimie. Donc, par exemple, si vous avez un filtre solaire dans une solution, vous avez la détection en spectroscopie. Donc, vous voyez que la lumière, elle passe, les UV, eux, ils ne passent pas. Donc, quand ça ne passe pas, ça fait un pic. Donc là, on voit que les UV, ils sont bloqués et que la lumière, elle passe. On va appliquer un courant électrique sur la molécule. Du coup, on va changer la molécule. On va avoir une nouvelle molécule et cette nouvelle molécule, elle va laisser passer les UV et elle va bloquer la lumière bleue. Donc, la solution, elle va devenir jaune. Et donc, en spectroscopie, on va voir l'apparition d'un pic parce que ça bloque la lumière bleue et la disparition ici parce que ça laisse passer maintenant les UV. Et en même temps qu'on a obtenu cette détection en spectroscopie, on a obtenu une détection en électrochimie avec un pic qui est propre à la molécule étudiée. Donc, nous, on va essayer de développer ça pour pouvoir travailler sur des méthodes, sur des solutions avec plusieurs filtres solaires. Parce que moi, le but de ma thèse, c'est de développer un capteur pour pouvoir détecter beaucoup de filtres solaires différents, mais au même moment, dans des échantillons d'eau de mer. Donc, protégez-vous bien du soleil, mais réfléchissez à la façon dont vous vous protégez du soleil. Sur la plage abandonnée. Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Oui, oui, on t'entend toujours très bien. Eh ben, merci pour cette présentation. Alors, je ne sais pas si on me voit là. J'ai activé la vidéo aussi. Alors, si quelqu'un a des questions, je vais regarder dans le chat, mais sinon, si quelqu'un veut prendre la parole, je vais y aller. Merci, Aude. J'aurais une question à te poser. Donc, tu souhaites détecter les filtres solaires présents dans l'environnement, si j'ai bien suivi? Dans les eaux. Nous, on se concentre surtout dans les eaux. Oui, d'accord, dans les eaux. Je me demandais s'il pouvait y avoir des molécules présentes naturellement dans ces eaux qui pourraient être interférentes et comment tu vas les différencier des filtres solaires. Alors, c'est possible. On a fait quelques petits tests. A priori, il n'y en a pas trop. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'évolution en fait, de l'absorbance de la solution. Donc, s'il y a des molécules qu'on détecte, par exemple pour l'absorbance qui absorbe au même endroit, du moment que ce n'est pas modifié par l'électrochimie, en fait, ça ne va pas gêner la détection parce que ce sera… Nous, ce qu'on regarde, c'est l'évolution. Donc, c'est par rapport à l'absorbance de départ. Donc, si ces molécules-là, elles absorbent mais que ça ne bouge pas, ça ne gênera pas. Oui, donc, mais tu pars du postulat donc, que les molécules qui sont présentes dans l'environnement ne bougeront pas. Pour le moment, oui. D'accord. Mais j'avais fait un test avec une eau de mer d'ici et a priori, l'absorbance ne bougeait pas. Donc, après, ce sera à voir. Pour le moment, on est surtout sur des pré-tests. Pour le moment, on n'est pas encore vraiment passé aux échantillons réels. Donc, Ok, ce qui est normal dans une mise au point. Et est-ce qu'on a une idée du taux de ces filtres solaires que l'on retrouve dans les eaux de baignade? Alors, dans les eaux de mer, en général, en moyenne, pour chaque filtre, on est autour du nanogramme par litre. Il y a certaines zones où on peut atteindre le microgramme par litre pour un filtre donné. Donc, on va avoir différents filtres qui vont être chacun au nanogramme ou chacun au microgramme par litre. Et ces molécules, on les trouve plutôt dans la colonne d'eau ou sur les sédiments? Est-ce qu'ils se répartissent d'une façon égale?
Alors, il y en a plus sur les couches supérieures de l'eau. Et pour les sédiments, c'est compliqué encore d'arriver à les détecter dans les sédiments. Donc, pour le moment, dans les sédiments, il n'y a pas énormément de biblio. Donc et puis, ça, en fait, c'est soluble dans l'eau, mais c'est assez peu soluble dans l'eau. Donc, au final, ça se retrouve plus dans les profondeurs, là où il y a les coraux, par exemple, mais c'est surtout sur les couches supérieures. Les coraux dans la région, ça ne devrait pas poser trop de problèmes? A priori, il y a des oursins dans le coin, donc ça peut être gênant pour les oursins. Ok. Je te remercie. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais préciser pour les gens comme moi qui n'y comprennent rien, si le nanogramme, c'est par litre, c'est beaucoup? Le nanogramme par litre, globalement, c'est un carré de sucre dans une piscine olympique. Ah oui, d'accord. Ben, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais en fait, le problème, c'est que c'est une exposition chronique. Donc, ça peut quand même à aussi faible concentration, ça peut quand même avoir des effets sur les organismes. D'accord, très bien, merci. Je vois qu'il y a une question sur le plancton. Alors, il y a des études qui sont menées sur les, sur les microalgues et sur les bactéries marines, mais moi, je me concentre vraiment sur la partie détection, je ne me concentre pas sur la partie biologie. Donc, pour le plancton, je ne pourrais pas dire, mais c'est possible. Est-ce que ça, c'est en rapport avec les histoires de santé publique? Alors, a priori, en fait, pour le moment, c'est un problème qui est au niveau des eaux de baignade. Donc, l'Europe, il y a beaucoup de filtres solaires qui sont listés dans une liste européenne de molécules qu'il faut surveiller. Mais a priori, ça reste pour surveiller pour le moment et ce serait plus un problème environnemental que de santé humaine. Même s'il y a des recherches qui sont menées pour savoir si ça a aussi des effets sur la santé humaine. Par exemple, ça a un effet perturbateur. Enfin, il y a des filtres solaires qui sont perturbateurs endocriniens pour les poissons, mais a priori, ils sont aussi perturbateurs endocriniens pour les hommes. Et c'est pour ça qu'il y a tout un tas de recherches qui sont menées, qui sont demandées par l'Europe pour savoir justement si ça a un effet aussi sur nous. Donc, ça aide. Le plan politique, il y a de l'intéressement parce que je vois que oui, vous signalez le problème comme étant un problème mineur, mais qui est pourtant un peu grave, qui est pourtant grave si on peut le dire, mais est-ce que les politiques ont tendance à gérer ça vraiment? Comment les États gèrent ça, c'est ça? Et, quand les États prennent la question, est-ce que les États prennent la question au sérieux? Parce que, voilà. Les États, ils voient ça, enfin, de ce que moi j'en ai vu, c'est surtout sur un problème sur les politiques écologiques, en fait. Ça a été, par exemple, il y a des endroits au Mexique, dans certains, en fait, de protection de l'environnement, il y a des parcs naturels au Mexique qui ont interdit aussi des filtres solaires, mais c'est quand eux, ils le voient, globalement, pour le moment, exclusivement sur un problème d'écologie. Je ne sais pas si tu as répondu à toutes les questions du live, mais Caroline, elle a posé une question là. Hop. Allez-vous travailler avec des biologistes, écologues, justement? Alors, moi, je suis du BAE et le BAE, en fait, il est coupé avec le laboratoire LBBM de Banyuls. Et en ce moment, à Banyuls, il y a une thèse qui est menée par des biologistes sur les bactéries marines. Et ils travaillent pratiquement sur les mêmes filtres que moi. Donc, c'est pas directement lié à ma thèse, mais c'est le même labo, en fait, et on travaille pratiquement sur la même chose. Donc, tu as une autre question. Y a-t-il une limite à la concentration de ces produits dans l'eau de mer qui est considérée comme extrêmement dangereuse pour l'écosystème marin? Alors, dans les recherches, globalement, les quantités toxiques, on va dire rapidement, il me semble que c'est quand même plus proche de la centaine de microgrammes par litre.
Donc, c'est un peu plus de 1000, enfin, c'est 1000 à 10 000 fois ce qu'on retrouve pour le moment dans les eaux de mer. Mais on voit, par exemple, au Japon, il y a des plages où il n'y a que des Japonais, il y a des plages où il y a les Américains. Les Japonais et les Américains, ils n'utilisent pas les mêmes crèmes solaires. Et au niveau où il y a les Américains, on voit qu'il y a du blanchiment de coraux. Donc, il y a suffisamment donc, la concentration est suffisante pour que ça ait un effet sur les coraux qui soient directement visibles. Après, oui, il y a une limite à la concentration. Enfin, chimiquement, il y a une limite à la concentration de ces produits. C'est ce qu'on appelle la solubilité. Au bout d'un moment, ça se diluera plus. C'est comme si vous mettez trop de sucre dans votre café. Au bout d'un moment, ça se diluera plus. Mais si vous arrivez à cette concentration-là, clairement, pour les organismes marins, c'est sûr que c'est pas bon. D'accord. J'ai une autre question de Arnaud. Est-ce que la composition des sols peut avoir un impact sur la concentration dans l'eau, tel un effet de séquestration? L'impact des sols sur la concentration. Théoriquement, c'est possible parce que les filtres solaires, ils sont présents dans l'eau, mais ils n'aiment pas vraiment trop être dans l'eau. Donc, s'ils ont plus d'affinité avec quelque chose qui est dans le sol, c'est possible qu'ils préfèrent se fixer au sol, mais il faudrait quand même qu'ils arrivent jusqu'au sol, quoi. Donc, mais c'est possible. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Existe-t-il des méthodes envisagées pour détruire ce genre de polluants? Pour le moment, pas à ma connaissance. Après, le souci, c'est qu'il faut réussir à détruire ces polluants-là et pas détruire autre chose qu'on ne voudrait pas détruire. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait envisager pour les traitements, mais pour le moment, à ma connaissance, il n'y en a pas. En plus, c'est un polluant qui est assez nouveau et pour le moment, au niveau des stations d'épuration, il n'y a aucun traitement qui est prévu pour retirer ces filtres de l'eau. Alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées, hein. Clément qui demande si ces filtres peuvent être dégradés et au bout de combien de temps? Donc dégradés de façon naturelle, visiblement, dans l'environnement. Alors, ils peuvent être dégradés. Ça va vous paraître contradictoire, mais il y a des filtres solaires qui sont fragiles à la lumière. Donc, en fait, rien que les UV, ça les détruit. Donc, il y en a qui peuvent être dégradés. Après, le problème, c'est que pour les filtres solaires, il y a assez peu d'études sur la dégradation, mais il ne faut pas non plus que le produit de dégradation soit encore plus toxique, parce que c'est le cas pour beaucoup de molécules, pas pour beaucoup d'herbicides, par exemple. La molécule en soi, elle n'est pas bonne, mais si vous la dégradez, c'est encore pire. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on ne crée pas quelque chose d'encore pire en essayant de retirer la molécule. Il y a une remarque aussi de Cédric Bertrand, je pense que ce n'était pas forcément une question, mais qui disait qu'en effet, la plus grosse quantité de filtres UV sont souvent à la sortie de la douche. Et donc, est-ce que vous regardez, vous avez regardé ça? Alors, nous, spécialement, on est plus sur l'eau de mer parce que c'est une thèse qui est financée par la région et donc c'est plus sur le littoral. Mais il y a beaucoup d'études sur les rivières, sur les lacs, sur les mers à plein d'endroits différents. Donc oui, c'est aussi regardé, et notamment c'est regardé avant et après station d'épuration parce que c'est au niveau de la station d'épuration que toutes les eaux, quand on a du fil solaire sur soi, qu'on se douche, ça s'en va. Et c'est au niveau de la station d'épuration que tous les filtres solaires qui vont venir de la ville vont se retrouver dans les rivières. Donc oui, il y a des études qui sont faites dessus, mais… Parce que c'est vrai qu'en agissant à ce niveau-là, en fait, on n'a plus le problème de détruire un écosystème ou quoi que ce soit, finalement, parce qu'on est sur des eaux qui sont de toute façon traitées. Et c'est vrai que d'agir là-dessus, ça rejoint un petit peu la question de Maxime, hein, pour détruire ce genre de polluants. C'est vrai qu'agir au niveau des stations d'épuration, ça serait peut-être la clé. Oui, mais après, moi, je travaille vraiment que sur la détection. Donc, après, une fois qu'on aurait un moyen facile de détecter, de quantifier, c'est facile de mettre en place, s'il y en a une qui était faite, un traitement, puisqu'on saurait où placer le traitement. Mais pour le moment, les études sont vraiment que sur la détection et savoir où il y en a. Pour le moment, on est toujours au stade de où il y en a et ensuite, on verra qu'est-ce qu'on fait. Alors, il y a une question intéressante là aussi de Arnaud. Merci Arnaud pour toutes ces questions d'ailleurs, hein, pour un bon point. Est-ce qu'il a été remarqué que certains organismes étaient déjà adaptés à ces polluants et les intégraient dans leur métabolisme comme source d'énergie? C'est intéressant. Et un peu comme avec les thématiques du plastique.
Alors, pas que je sache. Après, on pourrait penser qu'ils les utilisent eux-mêmes en tant que protection. Il y a mais il y a beaucoup de plantes, enfin beaucoup. Il y a des plantes et il y a des bactéries marines, et je crois que je ne sais plus si c'est des bactéries ou des microalgues, qui produisent elles-mêmes des molécules qui les protègent des UV. Donc, je ne pense pas qu'elles en aient besoin, et à ma connaissance, ce n'est pas encore intégré par les organismes. Oui, j'imagine que c'est peut-être étudié depuis moins longtemps aussi que la problématique du plastique, hein, où on a quand même trouvé des organismes qui sont capables de finalement se nourrir du plastique. Et donc, c'est vrai que ça devenait vachement intéressant. Il y avait une remarque de Maxime, que tu as dû lire du coup. Je vous conseille la photocatalyse plasmonique. Alors moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'imagine que si Maxime te le dit, c'est que ça devrait être... Une boutade. Mais pour traiter certains polluants qui sont trop petits pour être filtrés en steppe, on a des méthodes de dégradation avancées qui sont soit l'ozonation, soit le truc le plus brutal, c'est rajouter de la javel dans l'eau pour détruire les polluants, ou des méthodes encore plus avancées. Et justement, moi, c'est sur quoi je travaille, la photocatalyse, pour dégrader les molécules stables, comme ce genre de filtre, ou les médicaments, typiquement dans les steppes. Et je crois qu'on va un peu conclure cette remarque. Donc, merci pour la discussion, pour ceux qui ont posé des questions.